Cuba est assez mal en ce moment, vous le savez, c'est un euphémisme de le dire avec, l'embargo, je sais pas s'il faut dire blocus ou embargo d'ailleurs, parce que je sais que les gens se font taper dessus. Je crois que quand on dit C'est blocus, on se fait taper dessus. blocus, ouais, c'est un embargo aussi. Enfin, les 2 sont concomitants, hein. Ouais, bon, bref, par le fait qu'il n'y a plus de pétrole qui rentre depuis 2-3 mois et donc le pays, n'a quasiment plus, de possibilité, de faire fonctionner ses centrales électriques qui fonctionnent au pétrole. Alors il y a eu évidemment, des panneaux solaires qui ont été installés notamment grâce à la Chine et il y a des solutions qui essaient d'être trouvées, mais enfin, il y a eu, 2 shutdowns totales du système électrique, ce qui a abouti, à des morts, hein, dans les hôpitaux. Il y a plein de gens qui sont en attente d'opérations, qui sont décalées parce qu'elles sont considérées comme étant non urgentes et on peut pas les faire parce qu'il y a pas d'électricité. Enfin voilà, une situation humanitaire extrêmement dégueulasse, voulue par les États-Unis en lien notamment avec le fait qu'ils ont bloqué les exportations, vénézuéliennes, qu'ils ont mis la pression au Mexique qui compensait les exportations vénézuéliennes, hein. Quand ils ont bloqué les exportations vénézuéliennes, le Mexique a commencé à augmenter ses exportations de pétrole pour atteindre 44% des demandes en pétrole de Cuba. Donc Mmh. grosse exportation et Trump a mis la pression sur, Sheinbaum et donc la présidente du Mexique, Ouais, ou la pour Russie. qu'elle n'exporte plus de pétrole, sinon elle aurait des sanctions économiques et donc du coup, plus personne n'exporte de pétrole à Cuba depuis environ, 2 mois. On va parler de tout ça avec Chris et voir ce qu'en disent nos médias et voir, ce qu'on peut faire, quelles sont les perspectives à venir pour Cuba. Chris, comment ça va? Ça va, on a parlé du Venezuela récemment. Cuba, c'est intéressant parce que c'est aussi, de la même manière, les États-Unis vont intervenir dans leurs propres intérêts, mais ils vont aussi, surtout, les légitimer autour de, comment dire, dénier certaines formes d'autonomie et de souveraineté populaire à des pays. Et donc, ils vont les traiter de dictature ou d'économie qui mettent en danger les États-Unis ou de non-respect des droits de l'homme et du libéralisme ou je ne sais quoi. Cuba en est le meilleur exemple. C'est pas un pays qui a beaucoup de ressources, c'est pas un pays qui est extrêmement important dans l'échelle géopolitique, mais c'est un pays qui est, comment dire, symbolique d'une façon de ne pas se soumettre à l'impérialisme américain. Et l'impérialisme américain qui revient en force a besoin et de retrouver des places fortes en termes de matières premières, de domination mondiale. On parle des détroits, le détroit d'Ormuz en Iran aussi. Et il a aussi besoin de mater toute forme de résistance et de possibilité de dire non, il y a moyen de faire autrement et il y a moyen de faire sans vous l'Empire américain. Et pourquoi c'est très important pour lui? Parce qu'aujourd'hui, il y a un autre pôle qui se dégage, qui s'appelle la Chine, et qui, lui, est en train de proposer un monde, justement, où on n'aurait plus besoin de l'Empire américain pour produire, consommer, échanger, ce qui était avant impossible à imaginer, vu l'hégémonie des États-Unis. Donc, Cuba devient le symbole de non, on ne peut pas faire autrement, il faut la loi des États-Unis, de gré ou de force. Et c'est pour ça que des gens comme Rubio, des gens comme Trump vont attaquer Cuba, ils vont attaquer des petits pays. Ils vont faire pareil pour l'Iran, même si l'Iran, lui, a un peu plus de place stratégique, et ils vont les traiter de dictature, etc. Donc, refuser leurs mots, c'est vraiment refuser leur politique. On ne doit pas justement traiter l'Iran de dictature ou de régime de machin. Voilà, moi je vais appeler le régime de Trump, là, le régime de l'argent. Voilà, on va l'appeler comme ça, le régime du dollar. Voilà, quand tu vois, tu entends le régime des mollahs, etc., c'est déjà discréditant. Voilà, maintenant on va appeler les États-Unis le régime du dollar. Et ben il faut en finir avec le régime du dollar. Cuba tente de résister, la Chine tente de résister, l'Iran tente de résister, le Venezuela tente de résister, et donc nous plaçons du côté de la résistance sans aucune réserve. Voilà, sans aucune réserve. Pétrolière déjà, mais voilà. Non mais Ah, voilà. du côté de l'Iran et du Venezuela, on a un peu de réserve Ouais, pétrolière quand c'est même, hein. ça, Il y c'est a vrai, il c'est y a quand vrai, même un c'est peu vrai. de C'est vrai, voilà. Mais voilà, et donc Cuba est au cœur de ça, et donc c'est le symbole du symbole. Voilà. Donc la résistance se passe à Cuba, la résistance se passe à la Havane, et il faut faire tenir le symbole Cuba. Cuba est impossible. Cuba, depuis 59, depuis la Révolution, nous dit que le monde n'est pas destiné à être aux mains du capital, de l'impérialisme et des États-Unis, qu'il est possible que les peuples puissent être souverains et décider de leur propre destinée. Et ça, c'est très important de le tenir. Voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que Cuba, c'est symbolique et c'est quelque chose aussi qui,
fait que Cuba est plus soutenu, par exemple, dans la gauche que le Venezuela ou l'Iran. Je pense aussi par une sorte de romantisme. Cuba Mm. est vu comme David contre Goliath, tu vois. Et on a des gens à gauche qui aiment bien soutenir en se disant, de toute façon, ça ne peut pas gagner, si tu veux, tu vois. Et je Ouais, pense qu'ils en veulent parfois à la URSS ou à la Chine, tu sais, d'avoir pu représenter quelque chose de concret, tu vois. c'est Quelque ça. chose d'une alternative concrète. Et donc, du coup, là, ils ont commencé à dire, ah oui, mais il y a des prisonniers politiques. Spoiler, il y a des prisonniers politiques à Cuba, hein. Oui. Voilà, je Et veux aux dire, dans tous les États-Unis pays, il y en aussi, a. hein. Aux Et États-Unis, en il y en a France plus aussi. aux États-Unis qu'en Cuba, tu vois, mais il y en a aussi. En Tout France, ce il qu'on y en a. reproche à la Chine, on peut le reprocher à Cuba aussi, je pense. Mais Mm. Cuba est plus apprécié. Aussi, je pense, par un imaginaire peut-être un peu orientaliste. C'est des latinos, il y a Bah, la colonial, musique, ouais, ouais, on mange bien, machin. Non, mais il y a ouais, vraiment ça, tu vois. c'est ça. Mais aussi parce qu'ils peuvent pas gagner dans la tête des gens. Et moi, je pense qu'ils peuvent gagner. Je pense que Cuba sera encore debout, que les États-Unis se seront dissous, auront fait sécession. Non, mais Ouais. on peut l'espérer et c'est possible parce que quand on a résisté 65 ans avec tout ce qu'ils ont vécu, moi, je ne vois pas pourquoi ce pays tomberait. Il y aura peut-être des modifications, tu vois. Il y aura peut-être des. C'est possible qu'ils deviennent, par exemple, un peu denguistes, avoir Non, mais certains changements économiques. De toute façon, il n'y a aucun pays qui reste monolithique, on va dire. Mais par contre, je pense qu'il y a une réelle conscience anti-impérialiste dans le peuple cubain et que ça, c'est partagé dans les masses cubaines et que c'est pas demain la veille qu'elles vont plier. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les États-Unis ne peuvent pas juste faire de l'agite propre pour pouvoir renverser le pays. Ils sont obligés d'employer la manière forte, quoi. ah, et puis en plus, il raconte n'importe quoi. Trump qui, à un moment, balance comme quoi ils se seraient soumis au libéralisme. Bah, tiens, il y a plein d'intox là-dessus pour justement, bah, on l'a dit dans la capsule Venezuela, mais La faire guerre croire, psychologique. ouais, la guerre psychologique, faire croire aussi au peuple que leurs élites trahiraient, voilà. Il raconte qu'il va mettre Rubio à la tête de l'île. Enfin bon, c'est du Trump, hein, voilà. Mais c'est effectivement de se dire, si cette idée de Cuba disparaît, alors peut-être que le combat anti-impérialiste disparaît. Tu vois, Cuba, Mm. c'est une idée, quoi. Cuba, c'est impossible. Cuba, si, quoi. Tu vois, et ça se dit dans les deux sens, tu vois. Si Cuba peut le faire, alors tout le monde peut le faire, tu vois. Donc tenir Cuba, c'est la tâche de chacun des anti-impérialistes dans le monde. Et ceux qui ne le font pas ou le font avec des réserves, comme on a dit, sont au mieux des lâches, au pire des traîtres, quoi. Voilà. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, ça me fait penser même dans la pratique globale. Moi, j'ai toujours entendu tu sais, dans les milieux un peu cadres, un peu médecins, de dire ah non, mais je suis d'accord, moi, pour les trucs un peu sociaux, mais c'est compliqué quand même, tu sais, de s'opposer au directeur, de s'opposer à je sais pas trop quoi, de Mhm. dire qu'on est syndiqué et tout. Et tu sais, c'est des gens qui sont dans des positions de pouvoir beaucoup plus haut et qui te disent c'est impossible d'être syndiqué, de s'opposer, machin. Alors que le gars, par contre, qui est ouvrier ou qui est, je sais pas, qui est aide-soignante à l'hôpital, elle pourrait s'opposer à la direction, tu vois, et se syndiquer et ce serait facile pour elle, tu vois. Et je trouve que Cuba, c'est aussi ce truc-là de dire, tu sais, t'es la France, tu dis, ah mais non, c'est impossible de s'opposer à l'ordre impérialiste, c'est impossible de s'opposer à quoi, mais t'as Cuba à côté de toi qui le fait, et c'est beaucoup plus dur pour Cuba que pour la France, tu vois. Donc si Cuba peut le faire, tu peux le faire, tu vois. Il y a Et une leçon, que ce soit à l'échelle de tous les jours, quotidien, qui est donnée par le prolétariat, je trouve, à des gens qui ont des positions de pouvoir, qui ont des positions économiques plus importantes. Ben, il y a une leçon, je trouve, de justesse et de dignité du prolétariat depuis 200 ans, tu vois. Mhm. Et c'est pareil à l'échelle géopolitique, il y a une position anti-impérialiste et digne de donner, qui monte la voie, on va dire, fait par Cuba, quoi. Ouais, tu fais bien de le dire, c'est vraiment ça dans le sens où les gens qui disent c'est impossible, en fait, ne comprennent pas, comme tu dis, c'est des gens mieux placés, c'est qu'eux, ils ont quelque chose à perdre. Tu vois. Cuba n'a plus rien à perdre si ce n'est sa dignité et son existence même. Alors elle va résister jusqu'au bout. Effectivement, les gens mieux Pareil placés pour la vont dire Palestine, d'ailleurs, hein. voilà, effectivement, la France se mettrait dans une position extrêmement, beaucoup moins confortable qu'elle ne l'est aujourd'hui si elle décidait de s'attaquer à l'impérialisme américain. Mais elle en a les moyens, beaucoup plus que Cuba. Mais par contre, c'est pas de l'intelligence ou de la possibilité, les possibles, ils sont toujours là. C'est du courage à la fin que ça demande. Voilà. Mm. Et donc, quand on vous demande de vous engager parce que vous êtes 4 sup, etc., bah, de rentrer dans un syndicat, de rentrer dans un CSE, oui, c'est chiant. Oui, il faut expliquer. Oui, il faut ménager la chèvre et le chou. Oui, vous allez être plus surveillé. Oui, mais quand on refuse de perdre quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'on veut rester dans la position de confort, et ben effectivement, on tient des positions abstraites, idéalistes, de moi j'adore ci, j'adore ça, mais c'est pas possible, etc. On tient l'absolu en termes de discours et l'impossibilité en termes de concret. Ça, c'est des discours tragiques, c'est des discours soit de menteurs, soit de gens incapables, quoi. Voilà. Mais moi, je te dis, j'ai toujours entendu ce discours-là à la CGT, tu sais, des camarades de la CGT de l'hôpital qui me disent ah non, mais nous, on a plein de médecins qui nous disent qu'ils sont d'accord avec nous, mais ils disent qu'ils peuvent pas s'engager. T'es chef de service de je sais pas quel pôle,
tu peux pas t'opposer au directeur, mais par contre, la meuf qui fait le ménage à l'hôpital, elle peut s'opposer au directeur. C'est ça que le gars est en train de dire, quoi. Le gars, il a tous les diplômes, il gagne 8000 balles par mois, il a la plus haute position dans un service, mais il pourrait pas avoir... tu sais, on lui demande pas de devenir, je sais pas quoi, révolutionnaire les armes à la main, mais C'est de ça. tenir une position plus progressiste que la position actuelle, peut-être de compromis ou un truc comme ça, tu vois. T'as pas forcément les mêmes luttes à mener quand tu as, je sais pas, t'es chef de pôle de je sais pas quoi, que quand t'es un FARC dans la forêt en Colombie, tu vois. Mais par contre, tu peux le faire et tu dois le faire au moins en solidarité avec d'autres personnes, ça me paraît évident, tu vois. Et en fait, ces gens-là te disent non, c'est impossible. Mais oui, c'est de la lâcheté au fond, tu vois. Et C'est c'est ça. exactement pareil pour les pays comme la France qui te disent ah ben non, mais nous on condamne les frappes sur le Liban. Mais qu'est-ce que vous faites contre les frappes sur le Liban, tu C'est vois? ça. C'est-à-dire, si vous vous condamniez vraiment et vous mettiez des sanctions ou je sais pas quoi, bah là peut-être qu'il y aurait plus de frappes sur le Liban. Tu peux pas juste dire ah ben non, moi je suis avec vous, je suis contre les frappes, j'aime pas que les gens meurent, mais bon, je fais rien, quoi. Enfin, C'est ok. ça. Non, mais c'est très intéressant. Et c'est aussi pour nous, à la pas du team, là, pour ceux qui nous regardent, qu'on essaie toujours de résumer les choses à des combats fondamentaux. Les deux gauches, l'impérialisme contre l'anti-impérialisme, etc. On va nous traiter de campistes, etc. Pourquoi? Mais parce que ces combats fondamentaux vous obligent à comprendre que l'histoire se fait quand à un moment donné, vous choisissez une voie. Voilà. Le côté hésitation, confusion, mais peut-être que si, on s'arrête là au bord de la route, oui, il y a deux chemins, mais on va peut-être essayer de réfléchir s'il n'y en a pas un troisième. En fait, vous êtes assis au bord de la route et l'histoire se fait sans vous. À la fin, il faut faire des choix, il faut sortir, il faut affronter des oppositions qui sont claires, nettes. Et c'est ça, sortir de la confusion. Les gens qui sont confusionnistes, c'est des gens qui vous rajoutent de la complexité quand on vous demande de choisir entre oui et non. Voilà. Et ben, il n'y a pas de peut-être en histoire. À un moment donné, quand vous voulez vous engager, il faut choisir oui ou non. Ouais. Bon, on va passer du coup, tu vas voir, c'est marrant, à un super truc de France 24 sur Cuba. France 24. Ça, c'est l'archétype de la bonne conscience C'est ça. humanitaire. Tu vas voir, je trouve ça insupportable. En fait, c'est que ça part d'un bon principe, mais je trouve ça insupportable. Des sacs remplis d'aide humanitaire qui sont les bienvenus dans cet hôpital cubain. En pleine crise, l'île manque de tout, denrées alimentaires, fournitures médicales, eau potable, mais surtout de carburant. Donc déjà, t'as le en pleine crise, c'est quoi? C'est pas une crise, c'est une guerre en fait. T'as l'impression que c'est leur faute limite, tu vois. Ouais, Il y aurait eu un tsunami, ce serait pareil. Ouais, c'est Ouais, c'est ça. On sait pas d'où ça vient la crise. C'est une crise économique, Mais- c'est une crise écologique, c'est quoi? D'ailleurs, tu as raison, c'est exactement. Il y a eu un ouragan il n'y a pas longtemps sur Cuba, là, en décembre. Ils en parlaient de la même manière. La façon dont le discursif se fait, c'est-à-dire que tu pourrais mettre les mots, comment dire, une attaque américaine ou sur un ouragan, c'est les mêmes mots, de la même façon de traiter la chose. En pleine crise, ils ont besoin de riz, ils ont besoin. Tu vois, c'est vraiment. Ils traitent la même chose, comme si à un moment donné, il n'y avait pas des gens qui font l'histoire et d'autres choses qui sont des phénomènes naturels, quoi. Indispensable à la production d'électricité. Cela complique fortement le fonctionnement des hôpitaux qui doivent repousser des interventions. Les patients sont pénalisés. Ici, ce sont des enfants. Nous voudrions faire plus, mais nos ressources ne nous le permettent pas. C'est ça qui provoque la tension. Mais il est hors de question que cette tension retombe sur le patient en état critique qui naît ici. Ça, c'est la dignité cubaine, quoi. Ah, c'est ça, c'est ça. Mais tu vois, genre, France 24, ils auraient jamais eu l'audace ou l'idée de traiter l'Ukraine de cette manière. En pleine crise, tu sais, sans citer que c'est les Russes qui attaquent, etc. Tu vois. Vraiment, c'est honteux, quoi. Bah oui, c'est ça. Ni sur les cas d'urgence. Donc tout ce qui n'est pas prioritaire finit en bas de la liste. Évidemment, mise en attente. Les colis d'aide reçus par l'hôpital sont arrivés mardi sur ce bateau de pêche venu du Mexique. En plus de la nourriture et des médicaments, les colis contiennent des panneaux solaires pour produire de l'électricité. Des avions chargés de vivres sont également arrivés la semaine dernière depuis l'Europe et les États-Unis dans le cadre de la mission Nuestra América. Mais tu vois, en fait, ce qui me rend ouf, c'est que tu es quelqu'un d'extérieur à ça. T'es pas renseigné. Tu vois ce documentaire, tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont plus de carburant. Ouais, Des colis d'aide. C'est bizarre, il y a des fossiles et des marteaux sur les colis d'aide. Non, en fait, c'est de la solidarité internationale, particulièrement de partis politiques radicaux, parce que c'est dans un conflit entre un pays qui se réclame du socialisme et les États-Unis. Ça se voit sur les colis d'aide, tu vois. Mais là, t'as l'impression qu'il y a eu un tsunami et que l'ONU a balancé du riz, tu vois. C'est étonnant, le riz il vient soit de Chine, tu vois, soit de partis politiques européens, d'Amérique du Sud. Enfin,
Ouais. Je trouve ça ouf. Ouais, c'est hallucinant. Et tu vas voir le meilleur pour la fin. Et c'est marrant, c'est que c'est une propagande dissimulée, tu vois. Ça se dit, ça Oui. fait de l'info, mais la façon de cadrer l'info, la façon de ne pas mettre des mots, la façon de ne pas la ramener à du conflit et à de la lutte, et là pour le coup un conflit avec les États-Unis, et ben en fait c'est une forme de propagande, c'est une forme de mensonge par omission, quoi. La situation est clairement difficile. C'est un peuple qui résiste depuis de nombreuses années et maintenant il est soumis à un siège sans précédent dans son histoire. Ah, voilà. L'OMS dénonce une situation profondément préoccupante sur l'île. L'ONU propose un plan d'aide de 94 millions de dollars, incluant des livraisons de carburant. Le représentant des Nations Unies sur place alerte. Voilà, moi c'est ça que je trouve ouf, c'est que les mecs te disent on va mettre 94 milliards de dollars, ce qui n'est pas beaucoup d'ailleurs, incluant des livraisons de carburant. Cuba ne demande pas à ce qu'on lui donne du carburant, Cuba peut en acheter. Cuba a l'argent pour acheter du carburant, c'est juste qu'on lui refuse d'acheter du carburant. C'est fou, on te dit en gros, oui on va peut-être vous donner des bribes et tout, c'est comme si tu demandais la C'est ça. pitié, en fait ils te demandent juste à pouvoir faire du commerce avec le Mexique, avec le C'est ça. Venezuela, avec la Russie, avec l'Iran, avec des pays qui peuvent lui fournir du carburant. Ils ne demandent pas ce qu'on lui donne en fait Cuba. C'est ça. qu'il y a quelqu'un derrière, qui n'a toujours pas été cité dans le documentaire, qui s'appelle les États-Unis, qui font la guerre en empêchant les pays qui peuvent fournir du carburant, vendre du carburant à Cuba, et en disant que s'ils en vendent, en fait, ils vont être eux-mêmes sous les fous des États-Unis, quoi. C'est un délire. On rappelle qu'en France, je crois que c'est BNP Paribas qui avait utilisé ses services pour je ne sais plus quoi, un truc commercial en gros à Cuba, et qui avait pris une amende de 10 milliards de dollars, tu vois. Je crois que c'était Ouais, BNP. c'était BNP, c'était la BNP, ouais. 10 milliards de dollars. T'imagines le délire. C'est pour ça que les pays comme le Mexique ou comme la Russie, bon le Venezuela c'est différent parce qu'il y a vraiment un blocus militaire devant, enfin il y a vraiment des trucs militaires devant eux, tu vois, mais les pays qui pourraient vendre du pétrole à Cuba ne le font pas parce qu'en fait s'ils se tapent une amende de, je sais pas, 100 milliards de dollars, ils pourront pas compenser, quoi. Exactement. Si la situation actuelle se poursuit et que les réserves de carburant du pays s'épuisent, nous craignons une détérioration rapide avec un risque de pertes humaines. La mission Nuestra América doit acheminer au total 50 tonnes d'aide. Les 15 pays de la communauté des Caraïbes ont promis d'envoyer des vivres. On rappelle que quand il parle là de victimes, il y a déjà des victimes, et même plus généralement partout dans le monde, ce qu'on appelle les sanctions impérialistes, ça c'est vraiment quelque chose qu'on doit dénoncer. C'est en réalité des actes de guerre, c'est des actes qui créent des morts dans les pays, que ce soit des morts de famine, que ce soit des morts là, de gens qui vont pas pouvoir être opérés. Voilà, les sanctions, c'est pas quelque chose d'abstrait, ça paraît toujours être ah oui mais regardez, je sais pas, le Hamas il balance des bombes ils balancent pas même des bombes, ils vont aller avec des fusils tuer des gens, alors que en fait nous les Européens on fait des sanctions sur des pays, donc les sanctions en fait c'est gentil, tu vois. Mais les sanctions, en fait, ça peut tuer beaucoup plus de monde qu'un groupe armé de 50 personnes, par exemple. Parce que c'est global, parce que ça provoque des famines, parce que ça provoque des sécheresses, parce que t'as plus d'engrais, t'as plus de pétrole pour faire tourner tes centrales électriques, t'as des gens qui peuvent pas se faire opérer, c'est vraiment tout ça, quoi, les sanctions. Et je rappelle qu'en Irak, avant donc l'intervention en 2003, on parlait de 500 000 enfants morts en Irak. En Palestine, c'est la même chose. Là, tu vois, par exemple, on parlait de la façon dont on traite les dictateurs et tout, mais là, je pense à la Palestine, tu vois. Je pense à la Palestine dont tout le monde se foutait avant le 7 octobre. En fait, il a fallu l'éradication absolue de la bande de Gaza pour que des gens continuent à essayer de donner. Mais aujourd'hui, il n'y a même plus aucune autorité à Gaza parce qu'on les a traités de terroristes pendant 20 ans. Parce que personne ne trouvait rien à dire, personne ne faisait d'envoi humanitaire là-bas, c'était impossible, il fallait passer par les tunnels égyptiens, personne ne s'en souciait, et maintenant on s'en soucie un tout petit peu parce qu'en fait il reste plus rien, et on pourrait même plus organiser des convois tels que ce qu'on voit là pour Cuba, parce qu'il n'y a même plus aucune autorité pour les gérer et les recevoir là-bas. C'est absolument tragique. Il faut se rappeler que voilà, le fond de la violence coloniale, impérialiste, capitaliste, tout ce que vous voulez, ça reste la Palestine. On parlait de symbole tout à l'heure pour Cuba, mais il faut absolument que le symbole de la Palestine, ce qu'il en reste, ce qui doit en rester de l'État palestinien, du peuple palestinien, doit être porté vraiment en haut chaque jour, parce que là vraiment ça me rend triste, quoi, parce que je te dis, même à côté de Cuba, là ils peuvent même pas recevoir une aide comme ça en Palestine aujourd'hui. C'est intéressant parce qu'on parlait de David contre Goliath, et il y a aussi cet effet-là en Palestine.
Surtout là-bas, ouais, David contre Goliath. Oui, surtout là-bas, mais sauf que le David, du coup, là, n'est pas juif, tu vois. Alors que dans l'histoire normale, c'est juif, là, c'est l'inverse, tu vois. Ça, Ils c'est sont en inversé. train d'écraser David, Mm, les Israéliens. mm, mm, mm. Mais oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que moi, j'ai eu l'impression que la Palestine, il y avait un soutien. Alors, il y a un soutien historique, il y a des gens qui sont des vrais militants, je veux pas taper sur tous les militants, mais il y a aussi un soutien un peu... une fois que c'est perdu, tu vois, presque. Tu vois. Une fois que des gens qui s'en sont un peu battus les couilles pendant des années, voire qui tapaient sur le Hamas, comme tu dis, se bien sont sûr. vus à se dire, en fait... alors, je sais pas si c'était de l'opportunisme ou si c'était peut-être pas de l'opportunisme, tu vois. C'était peut-être une vraie conscience qui arrive un peu tard, tu vois. Mais il faut pas répéter cette chose-là éternellement. Et moi, j'ai envie de dire un truc. Ça doit être un exemple aussi pour soutenir d'autres pays qui ne sont pas des David, tu vois, qui ne sont pas des tout petits pays, tu vois. Parce que la réalité, c'est que le Hamas au pouvoir aurait peut-être donné quelque chose qui ressemble à l'Iran, tu vois. Et des gens qui ont réussi à soutenir la Palestine pendant le génocide, à soutenir la résistance palestinienne, dès que ça a parlé d'Iran, sont mis à dire oui, mais les mollahs, mais Voilà, machin, tu exactement. vois, et sont Ouais. retombés dans cette propagande, tu vois. Et t'as envie de dire, en fait, si le Hamas avait pris le pouvoir et avait stabilisé au moins une partie de l'État palestinien ou des choses comme ça, en fait, ils auraient fait pareil, tu vois. Ils auraient fait pareil, ils auraient tapé dessus. Et en fait, c'est des gens qui, à terme, n'aiment que les opprimés qui ne peuvent pas gagner, qui sont en train de se faire défoncer, Ouais. quoi. Et c'est triste, c'est tragique et ça sert à rien, tu vois. C'est Et faut pas faire la même erreur avec d'autres pays, demain avec la Chine, avec des pays plus gros, en disant eux c'est pas des David, ça va. En réalité, c'est pas parce que les gens sont pas en train de se faire défoncer qu'il faut pas soutenir les anti-impérialistes, tu vois, et les forces résistantes à l'impérialisme, quoi. Mais je vous le dis, hein, vous n'êtes pas anti-impérialiste et anticolonialiste parce que vous êtes contre le génocide. Ça, c'est juste l'humanité minimale. Tu vois, je veux dire, ça, c'est juste l'humanité minimale. Donc, si des gens, il y a encore des gens qui considèrent qu'il n'y a pas de génocide ou que ça leur fait ni chaud ni froid, je sais même pas si on peut les traiter en Il y en a un frères parti humains. socialiste, hein. Voilà, mais exactement. Donc, Il y en a même au PCA, je pense. voilà. Oui, je peux donner des noms même. Donc non, l'anti-impérialisme, c'est pas ça. L'anti-impérialisme, ce serait de devoir redessiner les frontières, d'en finir avec le sionisme en Palestine occupée. Voilà, ça, c'est des combats. Aujourd'hui, ils sont morts. Et peut-être qu'un jour, c'est ça qui me fait peur avec Cuba. C'est pour ça que je dis qu'il faut tenir. C'est que, bah oui, le jour où Cuba sera bombardé par les États-Unis et qu'il restera plus un seul dirigeant, bah peut-être que la planète s'émeuvra de Cuba, rasée, partout, où les gens diront ah bah oui, regardez, c'est horrible. Et en fait, vous serez plus anti-impérialiste, vous serez juste Ils humain. diront c'est horrible même si on soutient pas Diaz-Canel. Non, mais tu vois, exactement, tu vois. Donc, ben oui, il faut pas qu'on en arrive là. La Palestine est un message, même si le peuple palestinien continue de résister, même en exil. La Palestine est un message et Cuba est un symbole, voilà. Donc, il faut le garder en tête quand on est anti-impérialiste. Mais tu vois, Cuba, c'est aussi pareil, on a beaucoup perdu là-dessus, mais aussi avec la décrépitude du PCF, hein, qui ne fait pas rien. Je veux dire, le PCF a fait Et même du PS, une la femme de Mitterrand était très pro-Cuba, très pro-Castro, Daniel Mitterrand. Même ça s'est perdu aujourd'hui, quoi. Hein. Bah, au PS, c'est sûr, ouais, mais tu vois, c'est. Aujourd'hui, il y a un discours qui est assez faible sur l'international, et même dans la France insoumise, moi j'ai peur, parce que moi j'ai l'impression que Mélenchon il tient la route, mais j'ai l'impression que les jeunes générations de la France insoumise disent ah ouais, mais le vieux il est un peu tranquille, il est un peu campiste. En fait, Ouais. moi je soutiens Mélenchon, mais bon, c'est vrai que sur l'Ukraine il dit n'importe quoi, sur l'Iran il dit n'importe quoi. En fait, non, Mélenchon, bon, à la limite sur l'Iran il dit un peu n'importe quoi parce qu'il est pas assez campiste. Mais, mais la réalité c'est qu'il tient quand même plutôt la route là-dessus parce qu'il est formé aussi à une époque, je pense, où l'anti-impérialisme était beaucoup plus fort. Et il faut continuer, il faut recréer une conscience anti-impérialiste dans les masses, et Cuba n'est pas central au niveau géopolitique. Je veux dire, Cuba en soi, oui, c'est un petit pays, il n'y a pas des grandes ressources. Demain, Cuba devient une province américaine, ça ne change pas la puissance Oui, c'est de l'armée pareil que américaine ou Porto la puissance de la Chine. Rico. Mais c'est un symbole extrêmement important qui a résisté et qui continue, je pense, d'être le phare. Il y a des gens, je pense, qui s'engagent aujourd'hui dans le socialisme grâce aussi à l'histoire de la révolution cubaine, tu vois, parce que ça représente, en fait, et ça, c'est aussi nécessaire d'avoir des représentations victorieuses et dignes et pas des gens juste qui perdent, quoi. Exactement. Déjà, moi je vois beaucoup ça par exemple chez les gens qui sont fans de la révolution espagnole, tu vois, de la tentative de révolution espagnole, tu vois, d'être un petit peu des consciences tragiques, tu vois, de dire ah bah, de toute façon ça a perdu, ça c'était une vraie révolution avec des anards et tout, c'était pas les Stalin ou je sais pas trop quoi. Alors ça a peut-être perdu aussi parce que il y avait des enjeux il y avait peut-être trop d'anards, mais il y avait des enjeux aussi qui les dépassaient. Je veux dire, ils se retrouvaient à un moment où chaque armée a testé ses armes, enfin du point de vue
des fascistes, hein, je parle notamment Bien sûr. des nazis. Enfin voilà, ils avaient des forces face à eux qui étaient compliquées, et en plus des divergences politiques qui devenaient compliquées entre les anars, entre les Stal et tout ça, tu vois. Mais vous arrêtez pas à des luttes qu'on perdu, quoi, ou à la Commune de Paris, quoi. Il y a des luttes qui réussissent, ces luttes-là, elles ne sont pas pures, et c'est parce qu'elles sont pas pures qu'elles ont réussi aussi. Enfin, c'est la non, réalité mais qui est comme ça, quoi. La réalité est faite de la, compromis, quoi. la perfection n'est pas de ce monde, enfin, et c'est pareil dans la Révolution, quoi. Donc, il faut pas chercher la révélation et le moment de fin d'histoire ou d'absolu. Ça, c'est de l'immaturité politique. Voilà, La clairement. révolution espagnole aurait réussi. Moi, je sais ce qui se serait passé, même tu sais, s'ils avaient pris que la Catalogne, on va dire, ils ont réussi à prendre la Catalogne. Ce qui se serait passé, c'est qu'à terme, ils auraient fait une alliance avec l'Union soviétique, c'est évident, tu vois. Et donc, ils auraient été traités de Stal parce que c'était pas la démocratie libérale, je sais pas trop quoi. Et en fait, les gens qui aiment aujourd'hui la révolution espagnole auraient dit ah ben non, c'est dégueulasse, c'était une dictature ou je sais pas quoi, c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Donc voilà, on va passer du coup juste à Claudia Sheinbaum, du coup la présidente du Mexique, qui a annoncé il y a un peu plus d'une semaine que vous étiez en train d'envisager de reprendre les livraisons de pétrole à Cuba. Alors je sais pas si elle profite, peut-être que les États-Unis sont enlisés avec l'Iran, peut-être qu'elle profite d'un moment un peu stratégique. Alors elle On dit l'avait qu'elle dit. réfléchit à des solutions, hein, c'est pas encore fait, mais c'est vrai que depuis le début elle pousse à ça, et il y a eu pas mal de livraisons humanitaires depuis le Mexique. Avec la situation humanitaire qui va devenir compliquée, elle va avoir l'appui des Nations Unies. Trump est très mal vu par sa population, enfin de plus en plus, il va sûrement perdre les midterms. Trump s'enlise dans une guerre qu'il ne veut pas voir continuer, il essaie de négocier avec l'Iran qui ne veut pas continuer, qui est même en train de dire qu'il veut bloquer le détroit de la mer Rouge, enfin ça devient de plus en plus chaud pour Trump. Je pense qu'elle profite de ça pour essayer de remettre les On l'avait livraisons à dit. Cuba. Ce serait intéressant pour elle. Et même, tu vois, ça pourrait créer un axe avec Pedro Sanchez, avec voilà, des gens qui ont résisté à Trump et qui vont rafler la mise. Hein. Et les gars comme Macron, tu vois, c'était mauvais opportuniste. Ce qu'il avait fait avec ses lunettes-là, c'était très bien. Il s'était opposé à Trump, c'était devenu une figure internationale, et puis après, il s'est ressoumis. La réalité, c'est qu'il y a un après-Trumpiste qui va se construire là. Il y a tout un tas de nations qui vont devoir se radicaliser dans le progressisme face à Trump, anti-impérialiste, à qui ça va donner du gaz aussi par rapport à leur population, et donc même électoralement, tu vois. Bah, si ça leur donne du gaz, c'est bien aussi pour l'énergie, déjà. Mais, non, mais je suis complètement d'accord. On avait dit, nous, pareil, il y a toujours des gens qui ont été les premiers à dire ah, Sheinbaum, elle arrête de donner du pétrole, elle s'est soumise à l'impérialisme américain. Non, mais c'est des gens qui négocient avec des gens qui sont 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus armés qu'eux. Quand vous êtes président du Mexique, quand on vous dit vous arrêtez de livrer du pétrole, sinon on vous attaque, vous êtes littéralement, vous n'êtes même pas l'Iran là. Il n'y a pas des porte-avions qui viennent chez vous. Là, t'es baisé. Vous êtes à la frontière des États-Unis. Ah bah là, il peut y quoi. avoir une intervention armée terrestre, tu vois. Non, mais vraiment, faut se rendre compte, quoi. Enfin, donc, vous ne pouvez pas jouer à la rigolade. Donc, Les États-Unis, ils prennent le Mexique, je pense, en 10 jours. Hein. c'est ça. Mais Sheinbaum a donc stoppé, essayé de négocier, envoyer de l'aide humanitaire de compensation. Elle tient, elle sait que ça va bouger. Elle le voit, on le dit. On doit apporter notre résistance et nos analyses pour montrer que l'Empire américain se fracture et que les gens qui tentent d'y résister ont raison de ménager cet empire-là, plutôt que de lui donner des gages pour qu'il attaque partout. C'est ça la solution. Ne pas désespérer les masses. Parce que si vous dites « il est trop fort, les Américains sont trop forts, et les autres sont tous des traîtres », et en fait, la seule solution, c'est que tout le monde se soulève en masse et reprenne le monde capitaliste dans une unité prolétarienne au dehors des frontières, c'est gentil, mais même des enfants de 3 ans n'y croient pas, quoi. Voilà, c'est plus facile de croire en Père Noël quand c'est connerie. Donc, vraiment, là, tout ce qu'on a dit, nous, de dire attention, on va voir comment elle gère. Est-ce qu'elle rentre vraiment dans le giron américain ? Non. Est-ce qu'elle a fait de la compensation ? Oui. Est-ce qu'elle essaye maintenant de reprendre les livraisons de pétrole ? Oui, elle va le faire. Parce que ça fait partie de sa stratégie. Pareil, Sheinbaum, qui est la gauche progressiste là aujourd'hui dans les pays sud-américains comme Petro, comme Rodriguez, voilà, savent que Cuba, si Cuba tombe, ce symbole dont on a parlé, il est encore plus puissant chez eux. Il est encore plus puissant chez eux. Donc, si aujourd'hui des gens votent pour Sheinbaum, votent pour Rodriguez, votent pour Gustavo Petro dans ces pays-là, c'est des gens qui pensent à Cuba. En Amérique du Sud, on n'élit pas la gauche anti-américaine sans penser à Cuba. Ça n'existe pas, ça. Voilà, donc vraiment, c'est très important. Et être anti-impérialiste, c'est tenir sur cette ligne-là. Mais moi, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est
la position de Lula là-dedans. J'ai l'impression qu'il pourrait être central et qu'il est devenu très centriste à défaut d'être central. C'est-à-dire que plus ça va, moins plus il fait son truc et tout dans son pays, mais le Brésil, il aurait pu se positionner quand même pour Cuba, il aurait même pu se positionner pour Maduro, tu vois, et en fait, il s'en balèque. Je crois que Lula a été très affecté, il s'est recentré effectivement à cause de la violence qu'il a subie, hein, je rappelle, hein, elle est en prison, etc. Enfin, voilà. Je pense qu'il est devenu Tsipras, quoi. C'est-à-dire qu'il a compris ce que c'était la violence qu'on subissait quand on essayait d'aller contre l'Empire américain. Et il a été retourné par l'Empire et aujourd'hui il mène une politique sociale libérale qui essaye de mettre le Brésil dans le concert des nations du monde parce que c'est des pays là pour le coup avec beaucoup de ressources et tout, mais sans forme de radicalité. Donc oui, c'est un échec. Je te dis, c'est vraiment Tsipras qui est passé de la gauche des ruptures à la gauche vraiment qui applique les mesures néolibérales. Voilà, ça c'est pareil, c'est typiquement quand tu as une désespérance des masses, les masses peuvent pas soutenir. Et à la fin, il y a des gens qui jouent leur cohorte individuelle ou qui essayent de ménager la chèvre et le chou, mais à la fin, qui sont plus avec le chou qu'avec la chèvre, ou inversement, comme vous préférez. Mais voilà. Oui, c'est un échec. Voilà. C'est un échec au Brésil, l'anti-impérialisme, ça c'est sûr. Et c'est pour ça que il faut se méfier des gens. Nous, on parle de la France insoumise, etc. On le sait, qu'on le dit clairement. Ce qu'on fait, nous, c'est aussi d'essayer de bouger des masses, d'implanter des gens pour que, si la France insoumise arrive au pouvoir, ne pas qu'on soit dans une logique délégative en disant ah, c'est bon, vous avez pouvoir appliquer le programme, nous on rentre chez nous et on se bougera pas. Non, les gens, il va falloir que vous bougiez, que vous soyez capable de tenir, de perdre un peu votre confort, comme on disait en début de capsule, si demain vous voulez vraiment que le programme soit appliqué, voire même qu'au-delà du programme soit appliqué, quoi. Ouais. On va terminer sur une information proche de Cuba. Le pétrolier russe Anatoly Kolotkin brouille les pistes et provoque les États-Unis. Ou Kolotkin. Je sais plus, moi. Quoi? Kolotkin, c'est qui Kolotkin? Non, c'était In ou Ein. Ah oui, d'accord. Je croyais que tu connaissais Anatoly Kolotkin. Non. Peut-être, tu vois. Non. Le pétrolier russe Anatoly Kolotkin se dirige vers les Caraïbes et potentiellement Cuba, où il pourrait livrer des centaines de milliers de barils de brut. Une précieuse cargaison pour l'île privée de pétrole par l'administration Trump. Washington se passerait volontiers d'un face-à-face avec un navire russe dans sa sphère d'influence. Voilà. En fait, ça, moi, c'est pour ça que Poutine gagne en aura dans les pays du Sud, tu vois. C'est ça. Les gens comprennent pas pourquoi ils disent oui, les gens sont nostalgiques du RSS. Non, c'est pas ça, c'est que factuellement, en fait, il est dans une position qui le positionne comme concurrent de l'impérialisme principal mondial, et lui, en fait, envoyer du pétrole à Cuba, c'est un acte qui fait le jeu de l'anti-impérialisme, et donc du coup, de fait, les pays victimes de l'impérialisme mondial sont plutôt pour Poutine, tu vois. Mais là, ça, tu vois, comme il est concurrent de l'impérialisme, qu'il est lui-même une certaine forme de capitalisme national qu'on pourrait taxer sur certains plans impérialistes qui n'a rien à voir avec les États-Unis en termes de, ne serait-ce qu'en termes d'échelle. On voit que c'est plus complexe le récit de il y a un monde poutinien méchant et puis voilà. Non, Poutine envoie du pétrole à Cuba pendant que Zelensky aide Israël à attaquer l'Iran. Voilà, c'est ça le monde actuel. On rappelle que selon Usul, Poutine et Trump sont alliés. Ouais, c'est ça. Et que Zelensky est limite pro-droit de l'homme, tu vois. C'est ça, exactement. Donc voilà. Et donc Zelensky, je voudrais savoir ce qu'il a fait pour Cuba. Rien. Ce que Zelensky a fait pour la Palestine. Rien non plus. Voilà. Et donc on nous dit par contre, eux, c'est le chantre de la liberté. Non, tout ça montre que effectivement, c'est des intérêts géopolitiques qui sont un petit peu plus complexes. Là, pour le coup, c'est difficile d'être campiste, mais à la fin, on peut quand même l'être. Moi, je suis désolé. Je préfère Poutine qui livre du pétrole à Cuba que Trump. Voilà, si je dois choisir entre les deux, c'est assez facile pour moi de dire merci Poutine de ne pas laisser crever Cuba. De la même manière que je remercie... on va appeler la capsule comme ça. Merci Poutine de ne pas laisser crever Cuba. Avec la tête de Chris, en gros. Mais moi, je m'en tape. Je veux dire, demain, si Poutine envoyait de l'aide à la Palestine, je le remercierais aussi, quoi. Donc vraiment, les gens qui veulent faire croire qu'il y a des méchants et des gentils dans le monde, non, il y a des intérêts impérialistes et des intérêts non impérialistes, et il y a des gens entre les deux qui jouent le double jeu en fonction de leurs intérêts nationaux. Voilà, c'est ça l'histoire de l'impérialisme. Moi, j'adore cette histoire parce que... Enfin, pas l'histoire de l'impérialisme, même si c'est intéressant aussi. Mais l'histoire de ce pétrolier, c'est vraiment un truc de russe, quoi. Il est censé arriver à destination jeudi 26 mars. Mais où, lorsqu'il a quitté le port russe de Primorsk, sur la mer Baltique, le 8 mars, le pétrolier russe Anatoly Kolotkin a transmis comme lieu d'arrivée Atlantis, qui désignerait selon le site Marine Traffic une marina de Boston, ville côtière des États-Unis.
C'est-à-dire que le mec te fait croire que les Russes livrent du pétrole aux États-Unis, c'est trop cool. Dans Super une con. marina, tu sais, où il y a que des yachts, et là il y a un tanker russe qui arrive avec des milliards de barils de Brent. Mais selon les données fournies par les sites qui suivent le trafic maritime, il est désormais difficile de le localiser. Ah, c'est bizarre, ils l'ont perdu, tu vois. C'est les bateaux fantômes, ouais, j'adore. Difficile aussi de croire qu'il puisse vraiment rejoindre un port nord-américain, tant le scénario d'une livraison de pétrole russe aux États-Unis semble saugrenu. Surtout que le pétrole lié à Anatoly Koloktin apparaît sur les listes des sanctions américaines contre les navires accusés d'être utilisés par la Russie pour contourner les sanctions américaines. Ils se foutent tellement de leur gueule, tu sais, genre ils balancent un truc, ils disent ça arrive chez vous les gars, vous inquiétez pas, ça va arriver quoi. C'est ça. Pétrolier russe contre blocus américain, une hypothèse plus crédible aux yeux de nombreux observateurs qui suivent les péripéties de ce pétrolier serait qu'il cherche à livrer son pétrole à Cuba. Sa trajectoire suggérait en effet qu'il pourrait être en route pour le port de Matanzas sur la côte nord de l'île. C'est du moins la dernière estimation de spécialistes de l'analyse de données ouvertes mercredi. Auparavant, plusieurs médias, y compris l'agence Reuters, avaient spéculé sur un changement de destination de dernière minute pour Trinidad et Tobago ou le Venezuela. Pourquoi les pétroliers russes livreraient le Venezuela en pétrole? Je ne comprends pas pourquoi. Même Trinidad et Tobago, qui est aussi un producteur de pétrole, je trouve ça bizarre. Mais parce qu'en fait, le pétrole cubain, je te dis, il est difficile à raffiner, donc souvent. Ah oui, il le fallait pétrole qu'il fasse- vénézuélien, je veux dire. Ouais, pardon, le pétrole vénézuélien, donc il fallait qu'il transite, quoi. Voilà. Et donc, avec l'embargo américain, il transite plus, quoi. Si le voyage de l'Anatoly Kolotkin est suivi d'aussi près, c'est parce que l'hypothèse d'une livraison de pétrole à Cuba pourrait constituer un sérieux défi à l'hégémonie revendiquée par les États-Unis sur ce qu'ils appellent l'hémisphère occidental, expliquait Yevgeny Kolovchenko, le spécialiste de la sécurité internationale et de communication politique à l'université de Copenhague. Il travaille sur la flotte fantôme russe et pétrolier utilisée par la Russie pour contourner les sanctions internationales. Ça, c'est intéressant parce qu'en fait, les États-Unis, en mettant la pression à la Russie, ont créé du coup un adversaire de taille et un adversaire surtout incontrôlable. Parce que il y a déjà plein de sanctions sur la Russie. En fait, la Russie a reformé son économie avec les sanctions. Ils s'en battent les couilles, les Russes, d'avoir des nouvelles sanctions des États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer, en fait, là, pour eux? Ils sont déjà en guerre. Ils vont pas rentrer en guerre contre les États-Unis, c'est toutes des puissances nucléaires. Ils risquent pas une guerre contre les États-Unis, mais ils sont déjà en guerre contre l'Ukraine. Ah, et puis, Ils ont déjà leurs avoirs gelés dans l'immense majorité des pays impérialistes occidentaux. Enfin, ils ont rien à perdre. Puis Trump a besoin que la guerre s'arrête en Ukraine. C'est pas une guerre qu'il veut financer. Il dépense déjà beaucoup d'argent là en Iran, etc. C'est pas une guerre dont il a besoin. Il a plutôt besoin dans son giron impérialiste que l'Ukraine délivre de l'économie mondiale. Donc ils peuvent pas rentrer en guerre avec les Russes, hein, c'est sûr. Un seul navire serait ainsi capable de contrecarrer les plans de Washington pour l'hémisphère occidental, qui couvre pour simplifier l'ensemble des Amériques. En fait, depuis la capture américaine du dirigeant vénézuélien Nicolás Maduro en janvier, Cuba est devenue la nouvelle obsession régionale de Trump. Le président américain rêve de renverser le régime castriste au pouvoir depuis 60 ans sur l'île. L'arme du pétrole est centrale dans sa stratégie. Les États-Unis ont établi un blocus sur les livraisons d'or noir à Cuba, dans l'espoir de faire effondrer le gouvernement sous le poids des difficultés économiques et énergétiques. L'Anatoly Kolotkin transporte 730 000 barils de pétrole brut qui permettra à Cuba d'avoir de l'énergie pour encore 2 semaines à 1 mois selon les estimations. Ce n'est pas une solution à long terme au programme structurel auquel Cuba fait face, assure Basile Germont, spécialiste de sécurité internationale. Mais ce serait un sacré camouflet pour Donald Trump de démontrer qu'il y a des trous dans son blocus énergétique. C'est aussi pour ça que des actes, évidemment ça n'enlève pas le blocus, mais des actes comme ça montrent aussi qu'ils ne sont pas seuls, tu vois. Pour les Cubains, s'ils reçoivent 1 mois d'énergie depuis la Russie, c'est pas pareil. Et ça pourra donner aussi des idées à d'autres pays. Exactement. Le Kremlin ne cache pas ses intentions. Parmi tous les pétroliers battants pavillons de complaisance que la Russie a utilisés pour transporter par le passé des hydrocarbures depuis l'instauration de sanctions internationales, Moscou a préféré opter pour un navire très officiellement russe. Il y a encore 1 an, j'aurais estimé que c'était un choix étrange, mais Moscou utilise de plus en plus souvent des pétroliers inscrits sur des registres russes. C'est une manière de mettre les autres défis aux nations de venir inspecter ces navires au risque de créer un incident diplomatique. C'est vrai qu'en plus, avec le prix actuel du pétrole, tu sais, les mecs ils disent vas-y, dites-nous qu'on n'a pas le droit, machin. Parce qu'il y a plein de pays, je pense, j'ai pas les datas en tête, mais je suis sûr qu'il y a plein de pays qui ont eux-mêmes mis des sanctions à la Russie qui finissent par prendre du pétrole russe en sachant très bien que c'est du pétrole russe. Les nôtres, hein. Tu vois, ça a été prouvé que certains pays européens faisaient malheureusement décharger des bateaux de la flotte fantôme russe, hein, donc va y en avoir, hein, c'est sûr et certain. Et surtout, comme tu dis, avec le pétrole du Moyen-Orient qui a du mal à s'extraire, le pétrole russe devient une belle affaire, quoi. C'est intéressant parce qu'ils disent les autorités de ces pays hésitent moins à aborder les pétroliers qui dépendent de pays connus pour octroyer des pavillons de complaisance. C'est vrai que là, tu vois, c'est plus, ce sera clairement russe. Donc ce sera clairement une relation avec la Russie. Ce sera pas, on sait pas trop qui c'est peut-être un faux pavillon. C'est un moyen pour la Russie de revenir dans le concert des nations. De dire, mais en fait, vous pouvez pas faire sans nous, arrêtez avec vos sanctions. Voilà, donc c'est un moyen aussi
de sortir de cette logique anti-russe là, dans laquelle on était tombé depuis effectivement leur attaque condamnable en 2022. Mais j'aimerais bien savoir si effectivement ces jurisprudences, quand quelqu'un attaque un autre pays, on doit tout geler, plus du tout avoir de relations diplomatiques, les exclure des Jeux Olympiques, les exclure de l'Eurovision, empêcher leur bateau, empêcher leur économie. Qu'est-ce qu'on fait d'Israël ? Je rappelle qu'Israël, eux, ils viennent à l'Eurovision quand même. Ils génocident un pays, puis ils chantent, voilà. Tu vois. Donc, c'est vraiment les dieux du stade là, de Leni Riefenstahl en 1936, quoi. Ils se célèbrent entre eux. Et qu'est-ce qu'on fait des États-Unis de Trump ? Donc, tout ça, voilà. Redescendons sur Terre. Les pays n'ont que des intérêts. Arrêtons avec l'espèce de moralisme à deux balles. Zelensky travaille pour ses intérêts en maintenant la guerre avec la Russie. Poutine travaille pour ses intérêts en faisant la guerre avec l'Ukraine. Trump joue de ça. Faisons en sorte d'aller vers la paix. Voilà. Et la paix, c'est la négociation et la diplomatie. C'est tout. C'est pas les condamnations morales et l'économie de guerre comme nous racontent des Glucksmann ou comme tu as dit, des Usul, quoi. Voilà. L'Anatoly Kolotkine a effectué le début de son parcours jusqu'au moment de quitter l'Europe sous escorte d'une frégate militaire russe. Là encore, c'est un signe que la Russie veut faire savoir qu'elle envoie du pétrole vers les Caraïbes. C'est une décision qui a forcément été prise dans les hautes sphères du pouvoir russe, confirme Jeff Owen, spécialiste de la Russie au London School of Academics. Un navire bâton pavillon russe escorté militairement, même brièvement, agit comme un mécanisme de dissuasion. Interférer ce pétrolier ne relèverait plus seulement de l'application de sanctions, mais d'une confrontation directe avec la Russie. On n'est plus dans le cadre du commerce clandestin de pétrole, assure Basile Germont. Ça, c'est intéressant. Ouais. En août, c'est un pétrolier déjà sous sanction, donc difficile pour lui de passer inaperçu. C'est sympa. C'est pour Moscou une manière de mettre Washington au défi de réagir, car les États-Unis ne peuvent pas prétendre ne pas savoir qu'un tel navire s'approche des côtes cubaines. C'est super. Il est intéressant cet article. On voit vraiment le jeu de la Russie qui dit c'est un bateau sous sanction. On va lui mettre un vrai pavillon russe et on va l'escorter jusqu'à Cuba et on va voir ce que vous allez faire. Et c'est là où on disait, on l'a dit dans la capsule. Il fait ça au moment où ils sont en guerre contre l'Iran, voilà, dans un truc. Exactement. C'est là où on dit l'empire craque de partout et il faut ouvrir chaque brèche et chaque brèche est possible. Et là, la Russie ouvre une brèche. Alors en vrai, c'est leur stratégie à la Chine, c'est d'être attentiste. C'est presque dommage que la Chine fasse pas ça. Mais après, Trump cherche plus la guerre avec la Chine qu'avec la Russie. Donc la Chine va essayer d'envoyer du pétrole, mais la Chine, ils envoient du riz par contre. Ils envoient tellement de riz la Chine là-bas. C'est ça. La Chine essaye de maintenir les choses parce qu'elle voit les positions se replacer. C'est vrai que ça paraît très attentiste, mais je pense que pour l'instant, elle joue bien le coup, quoi. Ouais. Si Moscou lance ainsi son Anatoly Kolotkine à l'assaut des Caraïbes, c'est parce que les Russes sont gagnants dans tous les scénarios, estime Just Own. S'ils parviennent à livrer le pétrole, ce sera l'occasion de belles photos de propagande pour nourrir le récit que la Russie peut voler au secours de ses alliés et que les Caraïbes ne sont pas dans une sphère d'influence sans partage des États-Unis, résume cet expert. Dans le cas contraire, il y aura probablement des discussions entre Washington et Moscou. Dans cette hypothèse, il faut considérer l'Anatoly Kolotkine et son pétrole comme une monnaie d'échange permettant à la Russie d'obtenir quelque chose de la part des États-Unis. Pour Washington, la principale interrogation est de déterminer comment réagir face à ce pétrolier. Après le départ du bateau russe, les États-Unis ont ajouté Cuba sur la liste des pays où la Russie n'a pas le droit de livrer du pétrole. Tu vois pourquoi c'est les États-Unis qui ont une liste sur savoir qui a le droit de livrer du pétrole. C'est pour te dire à quel point ce monde, c'est ça l'impérialisme. Il décide dans quelle monnaie tu l'achètes et qui livre où. Enfin, vraiment, c'est... La preuve qu'il va se donner la possibilité d'intercepter ce pétrolier s'il voulait réellement jeter l'ancre à Cuba. Mais ce n'est pas aussi facile. Même si une telle livraison de pétrole serait une violation de la loi américaine, ça ne donne pas un droit automatique aux États-Unis de s'emparer du navire dans les eaux internationales ou dans un pays tiers. Dans ces conditions, la seule chose que les États-Unis peuvent faire, c'est d'envoyer des navires pour accompagner l'Anatoly Kolotkine et faire pression. Mais c'est une mesure aux effets pratiques limités. Sauf à prendre le risque d'une nouvelle escalade des tensions avec la Russie en s'arrogeant le droit d'aborder ce navire russe. Donc voilà où on en est avec Cuba. On espère que les Russes vont réussir à livrer du pétrole. Dans les conditions du blocus le plus brutal, nos amis cubains ont besoin de produits pétroliers et de pétrole. Ceux-ci sont essentiels pour maintenir les systèmes vitaux du pays, pour produire de l'électricité et pour assurer les services médicaux et autres à la population. La cargaison russe pourrait être transformée en 250 000 barils de gazole. Selon des experts, cela suffirait à couvrir la demande du pays pendant environ 12 jours et demi. Et que Claudia Sheinbaum va réussir à reprendre livraison aussi. Et là, je préchote. Ouais, je préchote dans les commentaires des gens qui vont nous dire « Ah, mais vous voyez, Poutine, il fait pas ça pour aider les Cubains, il fait ça dans l'intérêt de sa diplomatie et dans sa guerre en Ukraine et pour pouvoir obtenir... »
Bah oui, on le sait. Mais le truc, c'est que si vous voulez que Poutine ne soit pas le seul à le faire, envoyez du pétrole à Cuba, la France. Comme ça, comme ça, vous prenez le cours Poutine de ces petites, de ces petites manœuvres, justement, où il peut négocier. Voilà. Alors, on n'a Mais pas de c'est- pétrole, on peut leur envoyer des croissants s'ils veulent. Mais... Non, mais, non, mais ce que je veux dire, c'est ça, t'as envie de dire, si effectivement, on est d'accord que Poutine va utiliser ça dans ses intérêts à lui, et donc pour pouvoir négocier, je trouve l'article il est assez intéressant là-dessus, mais pourquoi il peut se permettre de faire ça? Parce qu'il y a un blocus. S'il n'y avait pas de blocus et que le pétrole coulait à flot à Cuba, eh ben effectivement, ce serait pas une carte que Poutine pourrait jouer. Voilà. Donc le problème, ce n'est pas Poutine, c'est le blocus. Exactement. Bon, sur ce, n'hésitez pas à nous aider sur notre Tipeee. On est en train justement de préparer une nouvelle campagne, à la fois d'affichage et d'autres choses avec des événements et tout, en rapport avec cette capsule notamment. Donc aidez-nous pour pouvoir accélérer ce processus, pour pouvoir aider notre organisation, pour pouvoir salarier plus de gens, pour notamment des compétences techniques, des choses comme ça. Tu voulais dire quelque chose ? Je voulais dire, ne pas oublier, parce qu'on le met en description, la cagnotte de résistance et solidarité, les copains Exactement. de Marseille qui soutiennent et la Palestine et Cuba, qui font un conteneur pour Cuba là. On le dit parce que y a une campagne là en ce moment pour avoir 20 000, voire plus pour les conteneurs. Notre présidente Zoé est marraine de cette campagne, voilà, et avec son camarade parrain Olivier Matteux, voilà, donc une équipe, voilà, j'ai envie de dire une équipe de choc, hein. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez pas donner à l'appât du team, ou si vous avez encore trop d'argent après votre don mensuel à l'appât du team, ou si vous adorez Cuba, voilà, allez donner d'abord à Cuba, je préférerais. Ensuite à nous, ensuite voilà, à la Palestine, c'est très important. Mais en tout cas, n'oubliez pas qu'il n'y a pas que les dons, il va falloir aussi l'organisation, la solidarité, l'éducation populaire pour pouvoir faire des fronts anti-impérialistes. Ça suffira pas de donner de l'argent et des cagnottes. Voilà. Yes, et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens.